Certains pensent qu'il suffit de faire un exercice global pour travailler équitablement chacun des muscles qui participent au mouvement. Alors dans cet article, on va voir ensemble le problème de compétitivité entre les différents muscles qui agissent dans les exercices polyarticulaires. Alors qu'est-ce qu'un exo polyarticulaire? Donc il faut distinguer déjà un exercice polyarticulaire d'un exercice de base. Nous avons vu dans l'article sur la relation tension-longueur qu'un exercice de base était un exercice qui exploitait au mieux cette relation tension-longueur pour les muscles biarticulaires. Là, pour notre article, ça n'a aucun intérêt. Un exercice polyarticulaire est tout simplement un exercice qui va travailler plusieurs muscles. Comme par exemple le développé militaire, le squat, le développé couché, les tractions, etc. D'accord. Alors, quel est l'intérêt principal de faire des exos polyarticulaires? Comme vous le savez, les exercices polyarticulaires sont des exercices où l'on peut mettre bien plus lourd que l'exercice monoarticulaire dit d'isolation. En ce sens, ils sont théoriquement plus efficaces pour développer nos muscles s'il n'y avait pas justement de problème de compétitivité entre les différents muscles qu'on dit agonistes, c'est-à-dire participants au mouvement. Voilà. Alors on va prendre un exemple commun. J'aime bien prendre le développé couché pour les pectoraux. Donc quand on fait du développé couché, on est censé travailler aussi bien les pectoraux que le deltoïde antérieur, que les triceps. Et ça c'est dans la théorie. Voilà, dans la théorie, si tout se passait bien, eh bien à mesure qu'on progresserait au développé couché, on prendrait aussi bien des pectoraux que des épaules, que des triceps de manière proportionnelle. Malheureusement. Ouais. Arnaud m'avance les phrases. Malheureusement, il y a toujours un muscle qui va prendre l'ascendant. Si on prend mon cas personnel, quand je fais du développé couché, je prends majoritairement des pectoraux. Vous qui me regardez, vous prenez peut-être majoritairement des épaules et très peu des pectoraux. Ainsi, notre génétique, notre technique d'exécution, notre souplesse, notre mobilité, etc. va déterminer ce qui va prendre en majorité sur un exercice polyarticulaire. On ne prend encore une fois jamais de l'ensemble des muscles, surtout de manière proportionnelle. On prend toujours plus d'un muscle que d'un autre. C'est donc un problème vraiment de compétition de recrutement entre les différents muscles, influencé par exemple par notre génétique, comme je disais. Là-dessus, je vous renvoie à mon article génétique et musculation en 2 parties sur Superphysique pour ceux qui s'intéressent de comprendre qu'est-ce que la génétique en musculation pour devenir énorme et sec. Donc en fonction de tout cela, eh bien, les exercices polyarticulaires vont travailler plus en avant un muscle que les autres. Enfin, dans ton exemple du développé couché, c'est la généralité ou c'est le cas particulier que quelqu'un ne prenne pas de pec avec le développé couché? C'est plutôt l'exception qu'on ne prenne pas de pec. En général on prend quand même. Voilà, en règle générale, si on fait bien l'exercice, c'est-à-dire qu'on a déjà une bonne souplesse d'épaule, de pectoraux, qu'on arrive à descendre jusqu'à toucher les pecs sans aucune douleur, etc. Qu'on le fait bien en étant légèrement cambré, enfin bon, avec la bonne technique, normalement on prend des pectoraux. Mais il n'y a pas que la bonne technique qui compte, il y a aussi la morphologie. Si on a des longs bras, une petite cage, voilà, ça on en a parlé dans l'article. T'as beau bien le faire. Voilà, ça aura trop d'amplitude et je vais surtout prendre des épaules ou des triceps en fonction de la longueur. Donc la morphologie osseuse joue également, la longueur musculaire va jouer également des différents muscles qui vont intervenir. Un indicateur important est la congestion pour savoir si ça va le faire ou pas sur. Lorsque vous faites, donc on reprend notre exemple du développé couché, mais on peut prendre les tractions ou le développé militaire, etc. Lorsque vous faites votre exercice polyarticulaire, si vous ne congestionnez pas d'un endroit alors que vous progressez de séance en séance, eh bien il y a de fortes chances que cet endroit-là, ce muscle-là, ne travaille pas suffisamment. Car la congestion, comme on l'a vu dans l'article congestion en musculation, c'est un excellent feedback de ce qui se passe lorsque vous faites un exercice. On peut très bien prendre du muscle sans congestionner, mais si vous ne congestionnez pas, c'est quand même mauvais signe. Ça dit, pour congestionner, il faut quand même un minimum de niveau aussi. Voilà, là, faut du muscle quoi. Voilà, quand on vous parle encore une fois du problème de compétitivité, cet article s'adresse aux pratiquants qui sont intermédiaires, confirmés, qui ont donc de vrais points faibles, comme on en parlait dans l'article post-fatigue, et non pas aux personnes qui débutent. Encore une fois, on donne comme exemple le niveau gold du club Superphysique comme étant le niveau référence à partir duquel on peut se soucier de ses points faibles. Et pour illustrer ton propos, avec une de tes célèbres répliques que j'entends à la salle, de l'os, ça ne congestionne pas. Tout à fait. Alors après avoir expliqué ces difficultés, tout n'est pas perdu pour autant. On peut par exemple adapter son amplitude de travail. Voilà, donc si malheureusement l'exercice polyarticulaire ne développe pas vos muscles comme vous le voulez, mais il va falloir les adapter à vous. Donc la première chose à faire, c'est d'adopter l'amplitude de travail
par rapport à vous et à ce que vous voulez travailler. Donc faire du partiel, c'est ça? Faire du partiel. Donc on va prendre un exemple très simple avant de revenir sur le développé couché, pour pas avoir des questions bizarres. Donc le squat, on sait par exemple que plus on va descendre au squat, c'est valable pour tout le monde, plus on va solliciter les fessiers. Et il peut arriver que vous soyez un peu comme moi, par exemple, et que le squat vous fasse majoritairement les fessiers. Dans ce cas, eh bien, réduire l'amplitude de la descente, limiter votre phase négative, va vous permettre de moins travailler les fessiers et plus les autres muscles intervenants comme les quadriceps. Donc dans ton cas, pourquoi tu chopes pas des quads avec le squat? Pourquoi c'est plus les fessiers chez toi? Parce qu'en plus j'ai les fessiers très longs. D'accord, c'est l'implantation musculaire. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, la longueur musculaire va quand même déterminer malgré des adaptations. Et puis en plus j'aime pas trop faire du squat partiel donc ouais d'accord mais le squat complet ça te fera pas donner des cuisses quoi. Voilà, ça va surtout donner des fessiers. Encore une fois, la morphologie osseuse, la longueur des fémurs, la longueur du buste, la longueur des fessiers, la longueur des quadriceps, des ischios, etc. va déterminer ce qui va travailler. Mais c'est pas en raison de ta taille? Non. Non, parce que c'est souvent une excuse pour pas faire du squat parce que je suis trop grand. Non, ça n'existe pas. D'accord. Ça c'est pipeau. Donc voilà, adapter l'amplitude de travail à ce que vous désirez travailler. Donc on peut prendre l'exemple du développé couché. Donc au développé, oui. Si par exemple vous avez les triceps en point fort, et bien le fait de ne pas monter complètement à fond en vous arrêtant juste au passage des triceps va limiter leur intervention et vous permettre de mieux rester sur les pectoraux. Donc partiel boss si c'est les triceps le facteur limitant. Si qui prennent le dessus. Voilà. Si à l'inverse ce sont les épaules qui vont surplomber vos pectoraux, par exemple avec un long deltoïde antérieur qui va surplomber les pectoraux, ça se voit assez souvent de profil, et bien dans ce cas-là il va falloir réduire l'amplitude basse, c'est-à-dire moins descendre pour éviter justement d'aller étirer les épaules et de favoriser leur travail. Et dans ce cas-là on arrivera à être mieux sur les pectoraux. Et si on combine les deux? Il n'y a plus d'amplitude, il n'y a plus d'exercice. Donc voilà, c'est vraiment important encore une fois de savoir s'analyser, de voir quel exercice vous travaille quoi, pour pouvoir ensuite vous l'adapter à vous. On a beau dire encore une fois qu'aucun exercice n'est indispensable, c'est la deuxième partie, choisir les bons exercices pour vous. Encore important, vous le voyez, d'adapter les exercices, une fois que vous avez trouvé les bons pour vous, d'adapter leur amplitude, la façon de les faire, etc. Retenez donc aussi qu'aucun exercice n'est indispensable. Oui, et puis surtout, rien n'est indispensable selon son but. Si on veut être champion de power, on se pose pas la question de qu'est-ce qui est recruté au développé couché, point barre. Voilà, on s'en fout de savoir. Mais si on veut faire de la viande sur les pecs, bon là on se creuse un peu la tête. Voilà, on avait fait un article d'ailleurs sur ce sujet, ça s'appelle Muscles et force sur Superphysique pour ceux que ça intéresse, où j'expliquais justement les différences entre l'entraînement d'un powerlifter, de quelqu'un voulant prendre de la force sur les 3 exercices qui sont le squat, développé couché, soulevé de terre, et l'entraînement pour prendre du muscle. Pour prendre du muscle, il faut travailler ses muscles, faire ses exercices avec ses muscles et non pas avec tout son corps. Peu importe que ça travaille, peu importe par exemple, on va reprendre un exemple pour bien différencier ça. Vous faites du squat, soulevé de terre c'est même mieux, soulevé de terre pour le dos, faites du soulevé de terre pour la force, dans 75% des cas, vous serez plus fort en prise sumo. Alors que musculairement, la prise sumo pour travailler le dos, eh bien c'est beaucoup moins intéressant parce que vous avez le buste droit. Et donc si vous voulez faire travailler le dos avec du soulevé de terre, eh bien c'est mieux de le faire en version traditionnelle. On voit donc là les différences de techniques d'exécution en fonction de l'objectif. On peut parler en dernier des techniques d'intensification comme la pré ou la post-fatigue pour essayer d'arranger les choses. Voilà, si malheureusement il n'y a pas de solution pour adopter l'amplitude, que ça ne donne pas les résultats escomptés, que vous n'arrivez pas à trouver d'exercice magique pour vous, eh bien il reste toujours la solution de la pré-fatigue et de la post-fatigue, comme on a parlé dans les articles respectifs disponibles sur rudicoya.com, qui vous permettent justement de rendre ces exercices polyarticulaires normalement plus efficaces. Donc on rappelle très concrètement, très simplement, je veux des biceps, j'ai vu tes articles, les tractions supines sont un exo de base, je veux en faire, par contre quand j'en fais, je prends tout dans le dos. Donc je fais comment ? Soit tu fais de la post-fatigue, ce que je recommanderais en priorité. Donc j'enchaînerai par exemple avec un curl, après à décider le curl que vous désirez faire en fonction de ce que vous voulez le plus. Ou dans ce cas-là on peut faire de la pré-fatigue, c'est-à-dire faire un exercice de curl avant d'enchaîner avec les tractions. Là c'est plus réservé aux mecs qui sont vachement forts, parce que quand tu as les biceps cramés, tu fais plus de traction supination, normalement. Il est également possible, là j'avais dit l'inverse, mais il est également possible de coupler
l'adaptation de l'amplitude à ces techniques d'intensification si jamais vous étiez vraiment un cas désespéré, ce qui n'arrive que très très rarement, vraiment. Donc normalement il n'y a pas besoin de faire ça. Et on rabâche, mais un minimum de force avant de commencer à faire du partiel. Voilà, si vous débutez encore une fois, cet article n'est pas pour vous. En ayez juste conscience que ça existe, que vous allez avoir des compétitions entre vos différents muscles, qu'un muscle va prendre l'ascendant sur les autres petit à petit. Mais tant que vous n'avez pas un très bon niveau et que vous n'avez pas vraiment déterminé quels sont vos vrais points faibles, car vous ne le savez pas, eh bien c'est inutile. Encore une fois, donc même si le pratiquant te dit je fais 4 x 10 à 60 au coucher, ça me tire à mort les épaules, j'ai les bras super gonflés mais j'ai rien dans les pecs, tu lui diras quand même progresse un peu. Déjà et je on lui dirais verra par la suite. montre-moi ta technique. Oui voilà, ouais, non, mais c'est sûr. Montre-moi ta souplesse, voilà, montre-moi comment tu fais et on va trouver une solution. Mais, bon, en général voilà, ça ne vous concerne pas si vous êtes à ce niveau là, et de toute façon on a tous débuté un jour, donc ouais, voilà. N'oubliez pas de prendre votre temps pour progresser. Ok. Voilà, on arrive au bout de cet article. Alors j'espère que vous avez bien compris ce principe de compétitivité entre les différents muscles qui travaillent lors des exercices polyarticulaires. J'ai volontairement omis de parler de l'adaptation de l'amplitude sur l'exercice d'isolation, parce que c'est un sujet que j'aborde de manière très détaillée dans mes formations notamment, pour chaque muscle, en fonction de quoi on adapte l'amplitude, pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est pas dangereux, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. en fonction de chacun des exercices et surtout de vous. Ça me permet de conclure là-dessus en vous disant encore une fois que la meilleure façon de progresser est de vous connaître, de vous analyser, de vous comprendre. Encore une fois, c'est la personnalisation qui va vous permettre de devenir un meilleur vous à terme et non pas de copier encore une fois le programme de votre voisin ou de croire qu'il existe un programme magique ou un exercice magique ou une diète magique comme vous voulez. C'est vraiment de personnaliser l'entraînement, le choix des exercices, etc. Tout ce qui va déterminer votre progression à vous. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. À bientôt.